Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Vous faites bien de suivre Radio Afrique Santé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Un thème facile. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait peur à beaucoup de monde, mais qui sauve des vies tous les jours. Il s'agit de l'anesthésie-réanimation. L'anesthésie-réanimation, c'est le sujet au cœur de cette émission. Vous savez, en ce moment où on vous dit comptez jusqu'à 3 et que vous réveillez après, personne ne sait vraiment ce qui se passe. Et pour nous éclairer, j'ai l'honneur de recevoir dans ce studio même Abdia Safanou. Il est anesthésiste, réanimateur. Bonsoir monsieur Abdia Safanou. Bonsoir madame Rachel. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Bienvenue surtout dans les locaux de Radio Afrique Santé. Merci. Merci de vous présenter donc plus simplement à nos amis auditeurs. Bonsoir chers auditeurs. Vous avez à l'antenne Abdias Afanou, anesthésiste réanimateur et qui est également sauveteur secouriste de travail. Super, on va parler ce soir sans jargon, sans tabou. Comment ça marche? Quels sont les risques réels et ce que vit donc un médecin qui jongle entre le bloc opératoire et la réanimation? Le thème qui nous réunit cet après-midi est donc intitulé « Comment comprendre l'anesthésie-réanimation du bloc opératoire à la réanimation ». Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est quoi exactement l'anesthésie-réanimation? En quelques minutes, comment vous expliquez cette spécialité? En fait, l'anesthésie-réanimation est une spécialité médicale qui veille à la sécurité du patient avant, pendant et après une opération. Et cela veille également, l'anesthésiste veille également, il gère les situations critiques dans les hôpitaux. L'anesthésiste réanimateur ne fait pas seulement dormir. Okay. Il contrôle la douleur, il contrôle la respiration, il contrôle la circulation sanguine et surveille les fonctions vitales pendant une intervention chirurgicale. Ok. Donc, je vais simplement dire que l'anesthésie-réanimation, c'est simplement cette spécialité médicale qui prend soin du patient pendant, avant, pendant et après une opération chirurgicale. Quelle est alors la différence entre un anesthésiste et un réanimateur? Est-ce que le même médecin peut faire les deux jobs? Dans les pays francophones, c'est la même spécialité. Okay. L'anesthésie-réanimation. Un groupe médecin, de mots oui, qui vont de mots. Mais c'est deux spécialités un peu séparées. Le médecin anesthésiste réanimateur peut donc travailler dans un bloc opératoire en accompagnant les patients pour l'anesthésie. En fait, l'anesthésie se déroule uniquement dans les blocs opératoires pour suppléer, pour annihiler la douleur au patient. Mais en ce qui concerne la particularité de la réanimation, c'est qu'elle se déroule dans un service de réanimation où le même médecin gère les cas critiques. Okay. Les patients en détresse respiratoire, en détresse hémodynamique ou en détresse neurologique. Donc, dans les pays comme le nôtre, l'anesthésiste réanimateur jongle entre le bloc opératoire et la salle de réanimation. Il fait les deux à la fois. Et quand est-ce que vous intervenez? À quel moment précis vous intervenez dans le cas d'un patient? Dans le cas d'un patient, prenons en compte le cas de l'anesthésie. Je suppose qu'il y a un patient qui est à la maison et qui a commencé par sentir une douleur brusque et qui est venu dans un hôpital et il a vu un chirurgien et le chirurgien a posé par exemple le diagnostic d'appendicite.
Ok. Et le chirurgien doit le prendre en charge de façon urgente. Donc le chirurgien fait appel à son anesthésiste et le patient vient nous voir et nous allons réaliser ce qu'on appelle la consultation pré-anesthésique. Ok. On va quand même pas parler de la spécialité, je veux dire anesthésie, réanimation, sans parler du médecin exerçant cette spécialité. Comment se passe votre journée le plus souvent? Ça doit être différent. C'est un peu différent. Et très difficile. Parce que vous devriez à la fois être au bloc opératoire et au même moment à la salle de réanimation. Comment se passe une journée type d'un médecin anesthésiste? Type d'un médecin anesthésiste réanimateur, c'est un peu difficile et très passionnante également. Ok. Parce que ça peut commencer par dans un bureau avec les consultations pré-anesthésiques. Après, le médecin passe au bloc pour prendre des cas. Ça peut être des cas programmés, des chirurgies programmées ou des chirurgies urgentes. Après cela, s'il a des patients, parce qu'il nous arrive de réveiller des patients sur table. Et il y a certains patients qu'on ne peut pas réveiller sur table. Et ceux-là sont transférés dans les services de réanimation. Je crois qu'on va arriver à cette étape-là, parler de comment ça se passe réellement au bloc jusqu'à la salle de réanimation. Quelles sont les grandes étapes donc de l'anesthésie réanimation? Quelles sont les grandes étapes de cette spécialité-là? Les grandes étapes, on a 3 grandes phases. Nous avons les phases alors. La phase pré-anesthésique, la phase pré-opératoire et la phase post-opératoire. Vous avez dit la phase pré-anesthésique, la phase pré-opératoire, c'est-à-dire? Bon, la phase préopératoire, la phase pré-opératoire, la phase post-opératoire. La phase préopératoire, ça regroupe beaucoup de choses. Dans cette phase, le chirurgien a posé son diagnostic, le patient est venu voir son anesthésiste. Et l'anesthésiste commence ce qu'on appelle la consultation pré-anesthésique. Ok. Comment ça se passe cette consultation? Et la consultation pré-anesthésique, cela consiste à discuter avec le patient. Identifier le mal. Oui, identifier le mal, c'est-à-dire le motif de la chirurgie. Connaître le site opératoire. Et demander les antécédents du patient. Est-ce que le patient souffre d'une maladie particulière? Est-ce qu'il est hypertendu? Est-ce qu'il est diabétique? Est-ce que ses antécédents chirurgicaux, est-ce qu'il a subi des interventions antérieures? Est-ce qu'il a été transfusé une fois? Rechercher ses allergies. Avant maintenant de passer à l'étape suivante. Et toutes ces étapes, on demande également ce qu'on appelle le bilan préopératoire, c'est-à-dire aller examiner le patient tout en demandant les bilans pour s'enquérir de son état hémodynamique, pour voir s'il faut réserver du sang pour le bloc par exemple. Est-ce qu'il a une infection systémique qu'il faut traiter avant le jour J? Est-ce qu'on peut le prendre tôt ou bien vu son état? Est-ce qu'on va repousser un tout petit peu l'intervention afin de le préparer? Il y a aussi déjà cette phase qu'on appelle la préparation spécifique du patient. On le prépare. Qui s'ajoute aux 3 autres? Donc, il est toujours dans la première phase préopératoire. La préparation spécifique. Volet alors de la première. La préparation spécifique du patient. Après cela, l'anesthésiste il y a aussi la préparation psychologique. Il faut préparer le patient. Du patient. Lui expliquer un peu comment l'intervention va se dérouler. Cela minimise un peu son anxiété, sa peur et autres là. Après cela, il y a un autre volet qui consiste à ce que l'anesthésiste passe pour aller préparer son bloc opératoire. Ce volet, l'anesthésiste va préparer ses drogues, les médicaments administrés. Préparer les machines, faire des pré-réglages. Ça, c'est toujours dans la phase pré-anesthésie. Pré-opératoire. Opératoire, Maintenant, il y a la seconde phase qui est la phase pré-opératoire. La phase pré-opératoire. Comment cela s'écrit, pré-opératoire?
P-E-R-O-P-E. Vous avez dit P. E-R. Oui. P. Oui. Excuse-moi. Père opératoire. Oui, bien sûr. P-E-R-O. Opératoire. Ok, père opératoire, c'est bien entendu. Pendant l'opération, d'accord. Et pendant cette phase, l'anesthésiste, si son patient est prêt, il donne le OK à l'équipe chirurgicale. Lui-même ira voir son patient, il donne le OK, on lui transfère le patient vers le bloc opératoire. Et il sera dans le bloc pour accueillir son patient avec du sourire, pour le rassurer que tout se passera bien. Tout se passe dans la convivialité. D'accord. Parce que le bloc, c'est déjà un milieu très stressant pour tout le monde. Donc, on essaie d'y mettre de l'ambiance pour que tout le monde soit relax. D'accord. À cette phase, on installe le patient. Ok. L'anesthésiste, après l'installation de son patient, il va faire ce qu'on appelle prendre les premières constantes. Il va mettre les machines, lancer la tension, voir son état et mesurer le niveau d'oxygénation de son patient et autres là. Et il va noter les premières constantes. Ok. Après ça, il peut déjà commencer à placer les sérums et autres là. Faire peut-être ce qu'on appelle, en fonction des cas, faire ce qu'on appelle un pré-remplissage. Pour prévenir donc son organisme. Prévenir l'organisme, exactement. Parce qu'il y aura, en fonction de l'intervention, le patient va perdre de sang, par exemple. Okay. Donc il faut la volémie, le volume sanguin, on envoie un peu de sérum et autres là, afin de prévenir cette perte sanguine. D'accord. Il reste une dernière phase. J'ai pas toujours fini la phase opératoire. Et puis, à cette phase, on a encore 3 autres volets. Si l'équipe chirurgicale est prête et qu'on donne le top, c'est l'anesthésiste. L'anesthésiste va faire ce qu'on appelle l'induction anesthésique. C'est une phase très cruciale où l'anesthésie, je parle avec mon patient et toutes les drogues, tous les médicaments sont déjà prêts à être administrés. Si c'est une anesthésie générale, je vais dans le centre de l'anesthésie générale qu'on veut effectuer. On fait ce qu'on appelle une pré-oxygénation. On donne de l'oxygène au patient pour maximiser ses réserves en oxygène. Parce qu'on va l'endormir. C'est tout un travail. C'est tout un travail. Parce qu'on va l'endormir tout à l'heure. Il va perdre tous ses réflexes. Et à l'induction, bon, on fait l'induction, ça peut être une induction par voie veineuse, on injecte un produit dans les veines. Ou bien on fait ce qu'on appelle l'induction inhalatoire. On met des gaz anesthésiques qui endorment le patient. Et dans cette phase, nous utilisons 3 médicaments. On parle souvent de la triade anesthésique. On utilise ce qu'on appelle les hypnotiques. Les hypnotiques, c'est pour faire perdre la conscience. La personne, on t'administre l'hypnotique, tu vas dormir totalement. Ok, ça fait dormir. Ça fait dormir totalement. On utilise également les opioïdes, les morphiniques, les médicaments pour gérer la douleur. Après antidouleur. On les appelle les analgésiques. Après cela, nous utilisons ce qu'on appelle les curares. C'est des médicaments pour relâcher tous les muscles du corps. Cela paralyse tous les muscles respiratoires. Le patient ne peut plus respirer. Il devient stable. Il n'y a que le cœur seul qui bat. La respiration, tout s'arrête. Donc quand on fait l'induction, on apprécie, tout en surveillant les constantes. Oui. On apprécie le niveau et puis on fait ce qu'on appelle l'intubation. Parce qu'on a endormi le patient. Le patient, quand il était bien porté, c'est comme un mort. Oui, c'est comme un mort apparent. Genre, il avait ses réflexes. Maintenant, tous ses réflexes sont partis. Maintenant, c'est toi l'anesthésiste de prendre tous ces réflexes-là en main. Donc, on fait ce qu'on appelle l'intubation orotrachéale. Et on branche le patient à une machine. Ça doit être stressant. C'est passionnant quand même. Et puis, on prend la respiration du patient en main.
par un ballon qu'on appelle ballon de ventilation. Et après avoir branché le patient à ce qu'on appelle un respirateur ou bien une table d'anesthésie, et puis on aide le patient à ventiler. Okay. Il reprend sa respiration progressivement, petitement. Et pendant toujours cette phase, on fixe tout ce qu'on a mis en place et on vérifie le niveau de sommeil du patient. Et puis on demande au chirurgien de faire le test. Il fait son test pour voir si le patient va réagir ou pas. Si le patient ne réagit pas, bon, il met le début de l'intervention là. L'intervention commence alors. Okay. Et pendant toute cette phase de opératoire toujours, l'anesthésiste, lui, il va surveiller les constantes. Il va faire des réinjections de drogue. Parce que les produits qu'il a mis, ça a une durée d'action. Okay. Et il connaît tout ça. En fonction des produits qu'il a mis, il sait que dans 15 minutes, par exemple, sa durée d'action va s'épurer. Et surtout en fonction des constances du patient. Et il fait aussi la réanimation péropératoire. Il met des drogues qu'on appelle les vasoactives. Les vasoactives. Okay. Parce que quand on met les agents anesthésiques, ça déprime le système cardiovasculaire. Le cœur, si par exemple la tension était à 12, ça peut venir à 8. Okay. Totalement. Et puis, il faut remonter progressivement cette pente avec des drogues, avec le sérum de remplissage qu'on effectue. J'avais parlé également des médicaments de douleur. Toujours pendant cette phase péropératoire, on met des morphiniques, des médicaments qu'on appelle les morphiniques, afin que le chirurgien puisse travailler et que le patient ne doit rien ressentir, zéro douleur, en ayant les muscles bien relâchés pour que le chirurgien puisse vraiment travailler. C'est tout ce travail qui s'effectue pendant la phase péropératoire. Et quand le chirurgien travaille, l'intervention peut durer, je donne des exemples, ça peut durer 1h30, voire 2h. Le chirurgien finit son travail, on travaille en équipe, il vous avertit qu'il est en train de tendre vers la fin. Okay. Quand on tend vers la fin, il y a le volet qu'on appelle le volet du réveil. L'anesthésiste commence par amorcer le réveil du patient. Il arrête ce qu'on appelle les réinjections de drogue et il diminue déjà les autres organes en fonction. Trucs là. Et le patient commence par reprendre sa conscience progressivement. Okay. Et il arrive qu'il se réveille sur table. S'il est constant, s'il est hémodynamiquement stable, si on juge qu'on peut le réveiller sur table, on le réveille sur table. Dans les cas où on voit que l'intervention est finie, mais ce patient, on ne peut pas le réveiller sur table, ces patients, on les transfère soit dans les salles de surveillance post-opératoire, soit en réanimation, où l'équipe de réanimation va prendre le relais. Le même patient peut être branché sous une machine là-bas, toujours endormi. Et les traitements vont continuer avec la surveillance qui sera accrue jusqu'au jour ou bien jusqu'à l'instant où l'équipe de réanimation décide ce patient, on peut le réveiller et qu'il sera réveillé. Donc c'est bien intéressant. C'est un peu ça. À vous entendre, j'ai envie d'essayer, mais malheureusement, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, sinon j'ai envie de faire l'expérience pour voir comment ça se passe quand on fait endormir les gens, on désactive les organes et on laisse seulement le cœur fonctionner. Ça doit être vraiment pénible de voir les patients dans ces états-là. On a fait le tour et on a parlé de la phase pré-anesthésique, on a parlé de la phase opératoire, et la phase post-opératoire. Quand vous dites que quand les patients sont endormis, quand on les fait endormir, ils ne ressentent pas de douleur. Et après l'opération, est-ce que les douleurs reviennent normalement? Oui. Après l'opération, les récepteurs de douleur reprennent fonction normalement parce que les médicaments qu'on utilise, ça a des actions réversibles.
Juste après l'utilisation, le patient va commencer par sentir la douleur. Et on utilise des médicaments pour diminuer, pour suppléer à la douleur. Et ça, c'est déjà à la phase post-opératoire. Il y a les médicaments de douleur. On fait l'antibiothérapie. On met les antibiotiques afin que la plaie puisse cicatriser. Et si le patient ne peut pas reprendre l'alimentation également de sitôt, donc on lui administre. C'est tout un protocole qui est mis en place. On lui administrera des solutés, des sérums, et qui constituera son alimentation jusqu'à une certaine heure en fonction du type d'intervention. Jusqu'à l'émission des premiers gaz. Et en accord avec le chirurgien, on donne le OK si le patient peut commencer par reprendre l'alimentation. Et cela reprend souvent par l'alimentation liquide, semi-liquide, avant d'essayer les aliments solides. Je vais rapidement faire une parenthèse et parler de la campagne qu'organise la 25e promotion des médecins anesthésistes. C'est en quoi actuellement? Je pense que ça finit demain, du 21 au 28 mai. C'est surtout pour les femmes et ça permet aux femmes d'accoucher sans douleur. On appelle ça anesthésie péridurale obstétricale. Vous ne pensez pas que la douleur après opération serait plus intense que la douleur pendant l'opération, que la douleur que la personne vit à l'instant T ou dans l'immédiat, cette douleur après opération, vous ne pensez pas que ce serait plus intense et plus insupportable? Bon, dans ce cas précis d'analgésie péridurale obstétricale, comme toute femme après l'accouchement, il y a une petite douleur transitoire. Quand une femme accouche, quelques temps après, elle va sentir juste une petite douleur. Après ça passe, elle ne va plus sentir de douleur. Donc c'est un peu ça. C'est la douleur pendant l'accouchement, là, au fait, qu'on veut supprimer à la femme en lançant cette campagne d'analgésie péridurale obstétricale. C'est-à-dire, autrefois, on laissait les femmes subir les douleurs de contraction sur la table d'accouchement. Maintenant, cette technique anesthésique permet juste de ne pas sentir cette douleur qui est pénible pendant juste l'accouchement. Et vous êtes d'accord avec moi que juste après l'accouchement, si le bébé est sorti, les douleurs reviennent? Non, il n'y aura plus de douleur. Dans ce cas, ce n'est pas une césarienne qu'on fait. Ce n'est pas une césarienne. C'est dans les cas de césarienne où on a coupé, on a utilisé une lame de bistouri pour faire une intervention. Le bébé peut avoir rôte. En fait, dans ce cas de campagne, la femme va accoucher par voie basse. Ce ne serait pas un accouchement par voie haute. Donc c'est la différence. C'est la différence. Je crois qu'on en sait beaucoup sur les phases de l'anesthésie, réanimation. On a beaucoup parlé des phases. On a parlé de la phase pré-anesthésique. On a parlé de la phase péropératoire et la phase post-opératoire. On va maintenant parler des types même d'anesthésie. Est-ce qu'il y en existe beaucoup? Oui. Pour commencer, je dirais, il y a plusieurs types d'anesthésie. Nous avons d'abord l'anesthésie locale, ou bien si quelqu'un a une petite plaie, on peut faire une infiltration, ce qu'on appelle une infiltration. On envoie juste un anesthésique local et puis on fait une petite suture. Après ça, on a ce qu'on appelle l'anesthésie générale qui consiste à endormir totalement le patient. C'est le sang, on a parlé. C'est surtout ça qui comporte les phases là. Les différentes phases. Nous avons également, en fait, les différentes phases, ça concerne presque tous les patients. C'est au niveau de la technique, à partir de l'induction, que la technique change juste. Et nous avons également
les techniques d'anesthésie loco-régionales. Dans cela, nous avons la rachianesthésie et l'anesthésie péridurale. Nous avons également... l'anesthésie péridurale, ça fait partie aussi des types d'anesthésie. Ok. Nous avons la rachianesthésie. La rachianesthésie et l'anesthésie péridurale, c'est presque la même chose. Ok. Seulement que dans le cas de l'anesthésie péridurale, il y a un dispositif qui est mis en place qui peut contrôler, qui peut permettre de gérer la douleur même après l'intervention. Ok. Tout à l'heure, vous étiez en train de vous inquiéter par rapport à la douleur après l'accouchement ou bien après intervention. Après intervention. Après intervention, si on a pratiqué une anesthésie péridurale, même dans la phase post-opératoire, il suffit de mettre juste au travers de ce dispositif qui est toujours en place des médicaments pour diminuer, supprimer la douleur de façon réversible à la patiente. D'accord. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les blocs nerveux. Il y a d'autres types d'anesthésie, c'est toujours des types d'anesthésie locaux-régionales qui consistent à peut-être à injecter un produit au niveau d'un nerf pour bloquer, par exemple, juste le bras. La circulation? Non, la sensibilité et la motricité. Ok, du bras. La sensibilité et la motricité. La sensibilité, c'est le fait de sentir. La motricité, c'est le fait de bouger, la capacité de bouger. Donc, le médecin anesthésiste réanimateur peut décider, en fonction de ce que le chirurgien veut, de juste faire des blocs nerveux. Il y a plusieurs types. On peut bloquer juste au niveau du bras, au niveau... Il y a le bloc pénien pour faire la circoncision. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anesthésie caudale qui s'effectue chez les enfants de jeune âge. Le bas âge. C'est en fonction de la région d'intervention en fait. Ok. C'est en fonction de la région d'intervention qu'on choisit les types d'anesthésie. Et parfois en fonction des préférences du patient. Si le patient dit, lui il a trop peur, lui ne veut pas assister, il ne veut pas rester éveillé pour suivre tout ce qui va se passer et qu'il préfère dormir, il faut l'écouter, il faut l'endormir. Mais si vous décidez de l'endormir et qu'il n'est pas d'accord, il faut pratiquer une anesthésie générale. Mais il y a des interventions qui nécessitent que l'anesthésie générale. Il y a des interventions où le patient est par exemple en instabilité hémodynamique, où il n'y a que l'anesthésie générale qui peut nous aider à gérer ce type d'intervention. Est-ce que les types d'anesthésie réanimation varient selon l'âge de la personne ou c'est le même traitement? Parce que souvent les personnes âgées sont plus fragiles. Est-ce que ça varie selon l'âge? Oui, le type, bon, les techniques ne varient pas. C'est lié souvent au type d'intervention. C'est lié souvent au type d'intervention et au site là où on veut faire l'intervention. Mais en fonction de l'âge ou en fonction de la stabilité hémodynamique, il y a une modification au niveau des calculs du choix des produits. Du choix des produits. Est-ce que on va poursuivre cette émission? On va parler des peurs maintenant et les idées conçues. La plus grande peur des gens, c'est ne pas se réveiller. Ne pas se réveiller. Quel est le niveau des risques réels aujourd'hui en 2026? Je dirais, l'anesthésie moderne est aujourd'hui très sécurisée grâce aux médicaments actuels. Au protocole standardisé. Évolue, ça a évolué, ça a révolutionné. Aujourd'hui, nous avons plus d'appareils avec lesquels nous contrôlons les paramètres vitaux des patients. Autrefois, il y avait des produits, on n'avait pas plus l'accessibilité à certains produits. Il y a des
produits qu'on utilisait où la durée de réveil n'était pas de sitôt. Il y a eu beaucoup d'avancées notables dans le domaine. Et chaque année, il y a des réunions, des rassemblements, des conférences qui s'effectuent dans l'objectif d'améliorer et d'apprendre de nos expériences, des expériences de chaque pays afin d'avancer ensemble. Est-ce que l'anesthésie a des effets? Je dirais le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Je reviens maintenant à votre question. Le risque zéro n'existe pas, c'est vrai. Est-ce que l'anesthésie a des effets sur la mémoire ou sur le cerveau? Bon, dans ce cas, non. L'anesthésie, dans la majorité des cas, elle n'a pas d'effet néfaste sur la mémoire ou sur le cerveau. Et à long terme? Non, ça n'a pas d'effet. Mais quand même, quand on envoie les agents anesthésiants, les hypnotiques, ça agit sur le cerveau. On appelle ça la barrière hémato-encéphalique. C'est à ce niveau précis que les produits agissent afin que le patient puisse s'endormir. Nous sommes beaucoup restés dans la salle du bloc opératoire. On va maintenant à la salle de réanimation. Quand un patient va en réanimation, qu'est-ce qui se passe exactement? Quel organe, quelle fonction vous surveillez le plus souvent? Je dirais en réanimation, les patients, pour la plupart du cas, bénéficient d'une surveillance accrue 24 heures sur 24. Et on surveille surtout les organes qu'on appelle les organes vitaux. Nous avons le cœur, le cerveau et les poumons. Ok. Ces organes, c'est des organes, quand ils ont un problème et qu'on ne réagisse pas de sitôt, cela peut amener à une dégradation totale de l'état du patient. Donc en réanimation, pour la plupart des cas, ce sont des cas critiques qu'on envoie souvent en réanimation. Des patients, par exemple, en coma, qui ont une détresse respiratoire, qui ne peuvent pas respirer normalement et avoir une respiration, ce qu'on appelle spontanée. Et on est obligé de les aider avec ce qu'on appelle une ventilation artificielle. Le médecin anesthésiste décide de le brancher sous une machine pour l'aider à mieux respirer, pour lui apporter de l'oxygène, parce que il ne peut plus son organisme ne lui permet plus de capter de l'oxygène dans l'air ambiant comme cela se doit. Si le cas n'est pas critique, tout peut se jouer alors à la salle du bloc opératoire post-interventionnelle. Ok, c'est différent de la salle de réanimation. Il y a la salle de surveillance post-interventionnelle où là, juste on gère la douleur post-opératoire, la surveillance, on surveille la récupération du patient. J'entends souvent dire patient instable. Les patients instables. Oui, ça veut dire quoi? Bon, les patients ne instables, respectent pas les normes. Ça concerne souvent les patients qui sont en cas d'état de choc, en état de choc. Ça peut être un état de choc hémodynamique. Genre, il a une tension basse qui ne répond pas aux médicaments qui sont en train qu'on est en train de lui administrer. Ou bien il a une détresse respiratoire, c'est le cardio. Il a une détresse respiratoire qui nécessite qu'il aille en réanimation afin qu'on le stabilise. D'abord. Ou bien il a une détresse, une instabilité neurologique. Ok. Par exemple, les patients qui ont fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, et qui ne peut plus mobiliser leurs membres, une partie de leur corps et autres là, qui ont nécessité d'une surveillance accrue et en permanence. Ces patients doivent être suivis en réanimation. Ou bien les cas de grandes brûlées. Les grandes brûlées
C'est des patients... Les cas d'hémorragie aussi. Exactement, les cas d'hémorragie où le patient a beaucoup saigné. Là, on parle d'instabilité hémodynamique. D'accord. Instabilité hémodynamique, instabilité respiratoire, peut avoir également une instabilité neurologique. C'est bien entendu. Quand on parle de l'anesthésie réanimation, c'est surtout les urgences. Quand on se retrouve face à l'urgence et que la famille n'est pas présente, et quand on sait que chaque minute compte, qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Bon, dans ce cas, je dirais, il nous arrive parfois de rencontrer des situations critiques en pleine intervention. Ça, c'est déjà au bloc opératoire où le patient, on est en train d'intervenir. Mais ça n'attend pas. Ça n'attend pas. C'est des trucs qui peuvent venir, qui peuvent surprendre. Ou bien une patiente, on le voit très souvent en obstétrique, ou une patiente qui n'a peut-être pas bien suivi sa grossesse et qui est venue par exemple avec une hémorragie intense avec laquelle on est allé au bloc opératoire où on n'a pas avec un motif où ça arrive souvent, les gynécologues disent sauvetage maternel, c'est-à-dire peut-être le bébé, lui on ne peut plus le sauver, mais on ira sauver quand même la maman. D'accord. Dans ces cas, peut-être on est en train d'intervenir et que le saignement par exemple refuse, il y a ce qu'on appelle difficulté d'hémostase ou une trouble de coagulation. Le sang, ça, et le chirurgien, bien la chirurgienne fait tout, mais le sang ne s'arrête pas. C'est des trucs qui arrivent où l'équipe peut décider de faire malheureusement ce qu'on appelle une hystérectomie de sauvetage. Ça veut dire qu'on enlève l'utérus par exemple de la patiente. Souvent, dans ces cas, c'est souvent la seule solution pour que le sang... Sans prévenir d'abord ses proches, sa famille. Non, on envoie quand même quelqu'un, on parle avec son mari, on discute avec le mari, on lui explique que voilà le cas, on doit sauter l'utérus par exemple de votre femme. Ce n'est que ça qu'on peut faire dans ce instant pour pouvoir sauver la dame. On trouve quand même des alternatives. Et ça arrive souvent? C'est des trucs qui arrivent très très rarement. Très rarement. Est-ce que c'est arrivé une fois où vous avez fait endormir la personne et la personne ne s'est plus réveillée? Ça arrive? Bon, c'est des trucs qui arrivent très rarement. Très rarement. C'est des trucs qui arrivent très rarement. Il y a des cas où... C'est pourquoi on dit le type d'anesthésie, la technique est choisie en fonction de l'état de patient aussi. Il y a des patients où il y a ce qu'on appelle également la classification ASA. Anesthésie Score American, qui parle de l'état actuel du patient quand on veut le prendre. C'est surtout pour ça la première phase, la phase pré-anesthésie qui est très importante. Très importante. Oui. Où on classe le patient, ça peut être patient ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5, ASA 6. ASA 1, c'est que le patient n'a pas une maladie particulière. Pas d'antécédent. ASA 2, c'est que par exemple le patient a une hypertension, mais qu'il est bien suivi par un cardiologue où sa maladie est bien contrôlée. ASA 3, par exemple, c'est un patient qui a une hypertension ou un diabète non contrôlé, mais que vous devez prendre en urgence. ASA 4, c'est peut-être un patient qui a une grave infection qui a envahi tout le corps, tout l'organisme. Et on essaie de les classer dans ces cas. Un ASA 6 par exemple, un ASA 5, c'est un patient moribond. On sait que ce cas, ça ne promet pas trop. C'est entre la vie et la mort. C'est entre la vie et la mort, mais en médecine, on ne dit pas ça. On ne dit pas
Je crois jamais ça se termine toujours comme ça. Non, il faut toujours donner espoir aux patients. Je Il faut crois aller même essayer. dans votre jargon, il y a un mot que vous employez pour dire que de ne plus espérer. Ça, De ne plus c'est espérer, souvent en réanimation. même si après les dépenses, après les ordonnances, Oui, ça, il vous y a avez des la cas. manière de dire que il n'y a plus d'espoir, quoi. Ça, c'est souvent dans les cas, d'autres cas, Ok. d'autres cas Hmm. de maladies, par exemple des cancers avancés en phase terminale et autres là. Ok, c'est justement Tout ce dont ça. je parle, phase Exactement. terminale, d'accord. On va évoluer dans cette émission. Quelle est la plus grosse idée reçue sur votre métier que vous devrez corriger? Bon, la plus grosse idée reçue de notre métier, c'est que les gens se pensent que l'anesthésiste, il injecte juste des produits et puis c'est fini. Non. Vous voyez, avec tout ce qu'on vient de détailler, c'est Oui, tout un un processus. processus. Tout un processus. Et quand c'est biaisé à quelque part, on voit toujours les conséquences. C'est pourquoi il ne faudrait pas surtout que le médecin anesthésiste soit distrait. Soit distrait. Soit distrait. Ça nécessite des décisions, beaucoup d'anticipation et beaucoup de gestes techniques. Ok. Donc, l'anesthésiste n'injecte pas simplement des médicaments ou bien il n'endort pas simplement et puis non. Il prépare son patient d'abord et il fait l'anesthésie. Il surveille, il fait une réanimation préopératoire. Parce que il arrive, le chirurgien, lui, il peut terminer et puis il sort du bloc opératoire. Maintenant, c'est à toi l'anesthésie. Maintenant, l'anesthésiste de réveiller ton patient. Parce que tu l'as jugé, tu lui avais donné ton aval avant qu'on ne te l'amène au bloc opératoire. Ok. Donc, c'est toute une responsabilité qu'incombe le rôle d'anesthésie. C'est bien entendu. Pourquoi certains se réveillent en parlant ou en pleurant? Est-ce normal? Bon, c'est normal. Les réveils, ces manifestations sont liées souvent au type de médicaments utilisés ou au stress. Des effets secondaires alors? Bon, pas vraiment des effets secondaires. Ça peut être lié au stress du patient, à l'émotion. Mais il existe des médicaments qu'on utilise ou nous-mêmes, nous savons que ces médicaments, ça donne un réveil un peu agité. Un peu agité. Donc on prépare, on essaie de se préparer déjà pour ça. Il y a d'autres médicaments qu'il faut essayer d'injecter afin de pallier à ces réveils agités. Est-ce vrai? Elle continue. Où le patient peut se réveiller tout en pleurant à cause de l'émotion ou bien du stress parce qu'elle avait trop peur, ou bien il y a des médicaments même qui donnent des hallucinations qui peut entraîner à ce que le patient il voit des choses, il rêve de certaines choses. Il y a par exemple un médicament qu'on utilise, je ne sais pas si je vais prononcer le nom, qu'on appelle la kétamine, qui peut donner certains de ses effets. Où le patient, ça désorganise un tout petit peu la perception du patient. Mais ça a une action transitoire, c'est juste pour une courte durée et puis Passager, ça passe. c'est passager. D'accord, on a longtemps parlé des patients, on a surtout parlé des patients. Revenons maintenant aux médecins, anesthésistes, réanimateurs. Comment vous vous préparez psychologiquement? Parce que quand on est sous la pression, on ne fait forcément pas ce qui est bien, on ne fait pas bien les choses. Est-ce que vous avez un suivi personnel? Vous allez voir un psychologue, vous faites traiter aussi pour faire l'opération convenablement? Comment ça se passe de votre côté? De notre côté, c'est une question très intéressante. Bon, et on va pas ignorer le côté humain
Nous sommes tous des humains, nous avons aussi des émotions. Et à force d'acquérir de l'expérience, on prend un peu de recul. L'homme s'habitue à tout, en fait. L'homme s'habitue à tout. On va aussi faire normalement des consultations psychologiques, discuter avec son psychologue afin de gérer si tu as des stress, des trucs que tu penses que tu dois aller voir un psychologue afin qu'on puisse t'aider. Il faut y aller. Parce que l'anesthésie, ça nécessite que celui qui le fait soit vraiment dans de bonnes conditions. En bonne santé surtout. En bonne santé surtout. Parce qu'au bloc, tout se repose sur lui. Quand ça tangue, quand ça veut tourner, l'anesthésiste ne doit pas se stresser. Si l'anesthésiste stresse au bloc, tout le monde perd le contrôle. Parce que tout le compte sur toi. Est-ce que c'est vrai que sous anesthésie générale, on entend tout? Les sens marchent. Non. On n'entend rien. On n'entend rien. On n'entend rien. Si l'anesthésie est bien conduite, on n'entend rien. Ok, sauf si c'est bien conduit. On appelle entéroamnésie. Okay. On parle de l'entéroamnésie. C'est ce que l'on recherche plus à partir de l'induction, à partir de l'instant où on met les produits anesthésiques. Le patient ne doit plus percevoir, encoder les événements autour de lui. Il doit s'endormir totalement. Mais à quelques exceptions de près, il y a des cas qui arrivent. Je crois que j'ai un collègue qui avait fait une recherche là-dessus et qui m'avait dit qu'il a trouvé jusqu'à 5% comme ça de patients qui avaient perçu des événements autour d'eux tout en étant endormis. Ah bon? C'est que c'est pas bien fait, le processus n'est pas respecté. Je dirais pas que c'est pas bien fait. Il y a des cas où on parle d'instabilité hémodynamique, où comme hémorragie intense, où il faut relativiser sur les doses d'anesthésie qu'il faut envoyer dans l'objectif de ne pas déprimer trop le système cardiovasculaire, mais afin de sauver la patiente. Vous comprenez? Peut-être dans ces cas d'urgence, il peut y avoir des cas où le patient entend un peu ce qui se passe autour de lui. Ok. Parce que l'anesthésie, au début on avait dit, on met des hypnotiques. C'est pour rendre inconscient la patiente. Oui. Mais la personne, il y a les morphiniques. Ça, c'est pour ne pas sentir la douleur. Il y a ce qu'on appelle les curares qui paralysent tous les muscles du corps. Sauf le cœur. Sauf le cœur. Il peut arriver où le patient est paralysé. Genre, le curat est mis et que le patient est paralysé. Et il ne peut plus bouger ses membres. Il ne peut plus réagir. Mais que l'hypnotique est peut-être en train de finir sa durée d'action. Ah, d'accord. Et pendant ce temps, avant de faire la réinjection, peut-être ce laps de temps, le patient peut... il arrive que le chirurgien dit le patient bouge. Pendant ce petit laps de temps, avant la réinjection, le patient a peut-être pu entendre quelque chose. C'est des cas très rares. Très rares. Ok, on a parlé des types d'anesthésie. Quel type d'anesthésie est le plus stressant? Ou bien quel cas vous rencontrez souvent, que vous trouvez plus grave ou plus compliqué, plus chronique que les autres cas? Les cas où là, je pouvais reprendre, excusez-moi. Oui, je disais, on a parlé des types d'anesthésie. Oui. On a parlé des types d'anesthésie. Vous êtes quotidiennement dans le métier. Oui. Je veux dire, quel cas vous stresse le plus souvent?
Dans les cas qui stressent tout le monde souvent au bloc, c'est souvent les urgences. Les urgences, et quand on parle aussi d'anesthésie générale, l'anesthésie générale, il y a le stress du patient à gérer à d'abord. gérer d'abord parce qu'il pense à son réveil. Et toi, anesthésiste également, tu sais que c'est une technique d'anesthésie où tu dois être plus concentré sur ton patient. Pas droit à l'erreur. Pas droit à l'erreur, pas de distraction. Ok. Donc Souvent c'est souvent ces cas-là. C'est souvent ces cas. D'accord, j'ai envie de poser une question. On va parler de la formation rapidement, de la spécialité. Pour être médecin anesthésiste, réanimateur, vous faites surtout la théorie, mais aussi la pratique. La pratique, comment vous le faites? Comment? Parce que on ne peut pas dire à une personne normale, une personne qui n'a pas de soucis sanitaires, de venir au bloc pour une opération. Comment vous pratiquez ça en formation? Est-ce que vous prenez en lieu et place d'un patient, d'une femme ou d'un homme, des animaux par exemple, pour pratiquer la chose? Bon, en ce qui concerne la formation, il y a une phase théorique. Oui, bien sûr. La phase théorique, c'est que vous commencez à l'école, on vous apprend la physiologie. On parle de la physiologie, comment l'organisme fonctionne. On vous apprend par exemple des trucs sur la respiration, l'anatomie du cœur, et quand vous injectez un produit, le trajet que le produit fait avant d'aller par exemple au cerveau. Et vous faites aussi également la pharmacologie. Vous connaissez le délai d'action de vos produits et la durée d'action. Le délai d'action, c'est quoi? C'est quand je mets un produit, ça va faire combien de secondes avant de commencer par agir. Okay. Et la durée d'action, en combien de temps ce produit a cessé de travailler. On apprend aussi, bon, c'est ça un peu la théorie. Après ça, il y a la phase d'initiation. La phase d'initiation, ça commence d'abord par les mannequins qu'on utilise toujours à l'école. Okay. Des mannequins sur lesquels on essaie de pratiquer la théorie. La pratique. Okay. La pratique. On essaie sur les mannequins d'abord. On essaie sur les mannequins à pratiquer les mêmes gestes. Surtout l'intubation, on apprend ça depuis l'école. Et puis, il y a les stages d'initiation. Les stages d'initiation où vous allez vous observer les doyens qui pratiquaient l'anesthésie depuis des années. Et les médecins anesthésistes réanimateurs qui pratiquent également depuis des années. Et on vous apprend ça progressivement. C'est pas que vous allez là-bas seulement, on commence par vous remettre un patient pour gérer, non. Au début, on a déjà cette stupeur. Il faut observer, il y a un temps d'observation et puis on commence par vous laisser la main sous le guide d'un mentor qui vous apprend progressivement comment ça se passe. C'est bien. En gros, si vous devriez expliquer votre métier à un enfant de 10 ans, vous diriez quoi? Un enfant de 10 ans, je lui dirais que mon travail, c'est d'aider les patients à ne pas avoir mal. Okay. À dormir en sécurité pendant les opérations et à surveiller le corps pour que tout fonctionne bien. Tout simplement. Oui, c'est ce que je dirais à l'enfant. C'est bien entendu. Nous sommes maintenant à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter rapidement avant de clore l'émission. Est-ce que si je vais ajouter quelque chose, ce serait de dire à la population, aux auditeurs, auditrices, aux auditeurs, aux auditrices de vite se rendre souvent à l'hôpital quand ils sentent un mal. Surtout les femmes enceintes. Il faut surveiller. Il ne faut pas rater les consultations prénatales. C'est très important. Elles sont très importantes.
Ok. Tout cela minimise les risques de l'intervention et cela nous protège, ça protège tout le monde à ce que tout se passe très bien. Donc c'est tout ce que je peux ajouter. Voilà, c'est sur ces conseils de Abdia Safanou, médecin anesthésiste, infirmier anesthésiste réanimateur. On arrive déjà à la fin de cette émission justement. Et je pense qu'on en ressort beaucoup plus informé. Docteur Abdias, anesthésiste réanimateur, merci infiniment. Merci surtout pour le travail que vous faites dans l'ombre pour que des milliers de patients s'endorment et se réveillent en sécurité. Amis auditeurs, auditrices, internautes de Radio Afrique Santé, si vous avez aimé cette émission, mettez un like, partagez-la peut-être à quelqu'un qui a une opération à effectuer. Je suis Rachel Poussassi au micro, Ario Azilinon de l'autre côté de la baie vitrée. C'était votre émission En thème facile. Et c'est tous les lundis donc à 17h. Merci de prendre le prochain numéro, le rendez-vous du prochain numéro. Au revoir. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé.